Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler un petit peu du microbiote digestif et de l'infection par le virus, par le VIH1. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille maintenant à l'IHU depuis bientôt 5 ans. Et actuellement, au travers de plusieurs découvertes, on est vraiment témoin, on va le voir, d'un changement de modèle, en particulier dans le design des études. Donc pour faire un petit historique, le microbiote digestif et l'infection par le virus HIV, c'est une thématique qui a quasiment une dizaine d'années déjà, parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on a les outils pour pouvoir caractériser un microbiote de façon rapide. Donc ce sont les techniques de séquençage haut débit qui ont bientôt 10 ans. Et puis il y a deux éléments scientifiques importants qui font que la littérature scientifique s'est intéressée à l'évolution du microbiote digestif au décours de l'infection par le virus. C'est d'une part le tropisme du virus HIV qui assez rapidement au début de l'infection va se multiplier en gros dans le tissu lymphoïde associé au tube digestif, ce qu'on appelle les GALT en anglais, où il va provoquer in situ une déplétion des lymphocytes TCD4. Et puis il y a un autre élément scientifique important qui a une quinzaine d'années, la découverte c'est à peu près 15 ans, c'est la translocation microbienne. Alors qu'est-ce que c'est que la translocation microbienne? Eh bien au décours de l'infection, on se rend compte que le tube digestif devient un peu poreux et laisse s'échapper des microbes. Donc comme on le voit là, il y a des copies de CESS qui ont été détectées de façon massive chez les individus HIV et virémiques. Et en réalité, ces copies de CESS sont parfaitement corrélées avec le taux de LPS, le LPS étant un constituant des bactéries à Gram négatives. Donc conclusion, au décours de l'infection, eh bien, il y a des bactéries à Gram négatives qui vont s'échapper du tube digestif vers la circulation sanguine et qui vont provoquer une activation immunitaire des cellules ainsi que participer à l'inflammation chronique. Donc tout cela concourt aux morbidités et à la mortalité de l'individu infecté par le virus. Donc si on essayait de faire un peu une synthèse des premiers travaux majeurs qui ont été conduits sur le microbiote digestif et l'infection par le virus, il y a pas mal d'hétérogénéité. Là, j'avais résumé les points principaux, mais en termes de méthodologie, c'était extrêmement hétérogène. Le type de patient inclus, le type de prélèvement, les stratégies de séquençage étaient très différentes. Cependant, il y avait deux éléments qui revenaient de façon assez uniforme. Le premier, c'est l'inversion du ratio entre les Prevotella, qui sont considérés comme des germes pro-inflammatoires, donc qui se retrouvent augmentés au décours de l'infection, et les Bacteroides, qui sont des bactéries qui participent à la différenciation de certaines cellules immunitaires et donc qui seraient effondrées. Donc vraiment, on a ce switch entre les Prevotella qui augmentent et les Bacteroides qui diminuent, qui est rapporté de façon extrêmement fréquente. Et parallèlement à cela, plusieurs études ont montré une augmentation des protéobactéries, ce qui fait sens puisque les protéobactéries sont des bactéries à Gram négatifs. Donc ça serait cohérent avec cette histoire de translocation microbienne. Donc nous, on a mené une étude, il y a de cela maintenant 4 ans, une étude où on avait pris une cohorte de 32 patients, dont 18 étaient traités. On avait inclus des contrôles avec l'approche boule de neige. En gros, c'était des collègues de bureau, de travail, pour lesquels on avait appliqué donc une stratégie de séquençage au débit qui était la stratégie Illumina. Et pour certains de ces patients et certains de ces contrôles, on avait essayé de corréler les éventuelles modifications du microbiote avec des marqueurs d'activation immunitaire, des marqueurs d'inflammation ou encore des cytokines. Donc qu'est-ce qu'on avait retrouvé? En gros, on a retrouvé d'une part une biodiversité qui était considérablement abaissée chez les sujets infectés. Donc la biodiversité, c'est le nombre d'espèces bactériennes totales et leur répartition. Mieux c'est réparti, plus la diversité est grande. Et bien cette diversité était très abaissée chez le sujet infecté, indépendamment du traitement antirétroviral qui ne restaurait donc pas cette diversité. Et puis sur le plan des microbes, pour prendre les grandes familles, on n'a pas retrouvé les Prevotella augmentés et les Bacteroides diminués. Par contre, on a retrouvé une grande famille, en fait c'est une classe, la classe des Clostridia, qui était très effondrée chez les individus infectés. À l'intérieur, il y avait des familles qui contiennent des espèces considérées comme étant médicalement importantes, comme des Ruminococcus ou Fecalibacterium prosnitzi, qui est considéré comme une bactérie bénéfique. Donc toutes ces bactéries étaient effondrées et à l'inverse, on a trouvé une élévation majeure des protéobactéries et en particulier des entérobactéries, ce qui a encore fait sens avec la translocation microbienne.
Et puis ce qu'on a fait, ce que personne n'avait fait, c'était d'aller regarder le métabolisme de ces microbes. Et en réalité, on s'est rendu compte que chez le sujet infecté, on avait une élévation majeure des bactéries qui tolèrent l'oxygène, en particulier donc les entérobactéries, les protéobactéries, mais également les entérocoques. Et de façon intéressante, certaines de ces espèces étaient positivement corrélées avec des marqueurs d'inflammation ou encore de translocation. Et à l'inverse, eh bien, on a trouvé, comme on le voit enrichi chez les contrôles, en fait un effondrement des espèces qui ne toléraient pas l'oxygène, donc les anaérobies, et ces bactéries, elles, par contre, étaient négativement corrélées avec tous ces marqueurs. Donc en conclusion, on a observé une perturbation de la balance aéro-anaérobie qui est elle-même corrélée avec ces marqueurs d'activation ou de translocation. Donc tout ça, ça nous donnait des perspectives, puisqu'on arrive très bien dans un laboratoire de microbiologie à faire pousser des microbes qui sont anaérobies en ajoutant des antioxydants. On peut les faire pousser même en présence d'oxygène. Donc ça nous donnait des perspectives, mais finalement on se rend compte que cette signature, elle n'est peut-être pas très spécifique de l'infection, c'est peut-être juste une conséquence, puisque il y a d'autres travaux conduits au laboratoire qui ont montré dans d'autres cas, par exemple dans le cas du kwashiorkor ou de la malnutrition au sens large, que cette balance aéro-anaérobie est également très perturbée en faveur des espèces qui tolèrent l'oxygène. Et par ailleurs, de la même manière, l'augmentation des protéobactéries qui tolèrent l'oxygène a été également rapportée, pareil, dans la malnutrition, mais aussi dans les infections à Clostridium difficile. Donc finalement, ça pourrait être juste une conséquence d'une inflammation locale avec présence d'oxygène ou d'un stress oxydatif qui favoriserait les espèces comme les protéobactéries. Et puis, à la suite de ces travaux, en réalité, il y a un véritable pavé qui a été lancé dans la mare par une équipe espagnole sur une très grande cohorte barcelonaise, où en réalité, ils ont donc eux aussi conduit une étude sur le microbiote digestif et le virus et l'infection par le virus HIV. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, ce qui discriminait les individus, c'était pas du tout infectés ou pas infectés par le virus, c'était en réalité les pratiques sexuelles. Ils arrivaient parfaitement à séparer les hommes qui avaient des relations avec des hommes et les hétérosexuels. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Eh bien, en réalité, que les bactéroïdes diminuaient et les Prevotella augmentaient. C'était un artefact, en réalité, des pratiques sexuelles, puisque chez les HSH, comme on dit, eh bien, on avait une élévation de ces Prevotella et de ces bactéroïdes. Donc, conclusion, depuis à peu près 5 à 10 ans, on évalue plutôt le microbiote des patients à HSH que le microbiote des patients infectés par le virus HIV. Donc en fait, on ne savait pas, mais il se trouve que les pratiques sexuelles, c'est un facteur confondant majeur des études du microbiote, et donc plus particulièrement du microbiote et du virus par le VIH. Et donc il y a eu d'autres travaux, donc comme on peut le voir finalement dans toutes les études que je vous ai montrées, eh bien, alors je parle très fort. Et donc, comme on peut le voir, dans l'inclusion des contrôles, les préférences sexuelles et les modes de contamination n'ont jamais été pris en compte. Ça a été confirmé chez des individus non infectés pour lesquels on a montré que le rapport anal provoquait chez les individus réceptifs une augmentation des Prevotella et les bactéroïdes, le tout accompagné d'une activation immunitaire locale. Et donc, ce qui posait la question à l'époque sur un possible microbiote prédisposant à l'infection, puisque les cellules sont déjà activées, et finalement, ça remet un peu en question le fait que le rapport anal, on ait plus de risque de contracter le virus juste à cause d'une exposition au virus, mais en fait, le microbiote pourrait jouer un rôle dans l'acquisition du virus. Ça a aussi été démontré, donc ça c'était pour montrer qu'on avait repris les données de l'IHU, je ne sais pas si vous m'entendez, mais en pratique, quand on stratifie entre contamination homosexuelle et autres modes de contamination chez les individus HIV, eh bien on a aussi effectivement ces Prevotella qui sont augmentés chez l'individu HSH et les bactéroïdes qui sont diminués chez ces mêmes individus. Petite curiosité, je me suis rendu compte de ça cette semaine, la bactérie qui est la plus associée à la contamination homosexuelle dans notre cohorte, c'est une bactérie que je ne connaissais pas, qui s'appelle Catenibacterium mitsuokai. C'est une bactérie du tube digestif qui a été découverte au Japon. Et donc, je vais en reparler après, puisque dans ce travail, ils ont greffé du microbiote HSH et du microbiote hétérosexuel à des souris.
et ils se sont rendus compte que chez la souris, la greffe de microbiote homosexuel induisait une activation immunitaire majeure, en tout cas des CD4, sur le plan local, ce qui pose encore la question d'un microbiote prédisposant. Et ce qui est intéressant, c'est que la bactérie qui est le plus fortement corrélée à cette activation immunitaire, eh bien, c'est cette fameuse Catenibacterium mixo-ocale. Voilà, donc ça c'est pour montrer que depuis, il y a un affaissement, on voit qu'il y a une explosion jusqu'à 2017 des publications sur le microbiote et HIV, et depuis, il y a un peu un affaissement parce que on s'est rendu compte qu'il y avait des facteurs confondants. Il y a quand même des publications qui montrent que les techniques de séquençage de débit sont certainement pas les bonnes méthodes pour aller plus loin, puisque maintenant, il y a des travaux qui suggèrent que des bactéries qui sont très environnementales, comme par exemple des rhizobiums, seraient caractéristiques des élites contrôleurs, ces patients qui arrivent à contrôler le virus. Donc là, la relevance scientifique est relativement douteuse, et puis on a toujours des publications qui font état d'une élévation des prévotelles et une diminution des bactéroïdes chez les individus affectés, et on a même des conclusions qui n'ont pas trop de sens, comme par exemple Faecalibacterium prosnitzi, qui est considéré comme une bactérie très bénéfique. Il a été publié qu'elle est délétère au décours de l'infection, puisque là, elle serait négativement corrélée au taux de CD4. Donc ça ne veut plus trop rien dire, et finalement, on est peut-être en train d'atteindre la limite de ces méthodes métagénomiques en un point pour comprendre l'implication du microbiote dans la pathogénèse du virus. Et il y a même un papier qui est très technique, qui est très bien informatique, qui a essayé de modéliser l'impact du virus sur le microbiote en prenant plusieurs travaux, et il dit qu'en gros, pour lui, il n'y a pas d'impact du virus sur le microbiote digestif à proprement parler, il n'y a pas de signature spécifique. Et donc, on est vraiment sur un changement de modèle maintenant. Plutôt que de regarder le microbiote d'un patient infecté à un point, on va plutôt suivre des cohortes. Là, c'est une cohorte très intéressante qui a été suivie sur 10 ans de femmes très exposées au virus, et où ils ont montré par technique de PCR temps réel qu'il y avait 9 bactéries qui étaient associées, très fortement associées à l'acquisition du virus par voie vaginale. Donc ça, c'est un premier élément qui est très important, qui montre que le microbiote peut véritablement avoir un impact sur l'acquisition du virus. Et donc, on est en train de changer de modèle. Maintenant, on va plutôt passer sur des modèles in vitro, et donc de façon intéressante. Il a été montré que Streptococcus cristatus, qui est plutôt un commensal de la bouche d'ailleurs, était capable d'inhiber la réplication du virus par activation d'une enzyme qui s'appelle ApoBec3G. De la même manière, il y a un petit peu plus longtemps, il a été montré qu'Escherichia coli, à l'inverse, pouvait promouvoir, le virus se multipliait beaucoup plus rapidement lorsque les cellules immunitaires étaient exposées à Escherichia coli. Donc maintenant, on est plutôt que sur des choses observationnelles, on est plutôt sur des proof of concept in vitro, et donc ça, ce sont des données préliminaires sur lesquelles nous travaillons actuellement, et donc on essaie de montrer, et on a démontré, ce sont des données qui sont non publiées, donc c'est pour ça que j'ai volontairement masqué à la fois la source et les microbes en question, mais donc on montre que lorsqu'exposé à certaines bactéries commensales du tube digestif, le virus ne se réplique plus à l'intérieur des PBMC comparés au contrôle positif. Donc c'est vraiment vers là qu'on est en train de se tourner, vers des modèles in vitro, et on parle plutôt d'acquisition du virus plutôt que d'aller regarder ce qui se passe à un moment donné chez le patient infecté. Donc finalement, tout ça, à quoi ça sert? Donc il y a eu plusieurs essais cliniques pour en gros moduler le microbiote digestif au décours de l'infection par le virus. Il y avait un papier qui avait suggéré que l'activation immunitaire et la charge virale étaient plus ou moins colérées à certaines espèces de lactobacillus, et donc il y a eu énormément de travaux, d'essais cliniques avec des probiotiques. Donc les probiotiques sont jamais les mêmes, et puis surtout les paramètres qui sont mesurés sont également très différents d'une étude à l'autre, donc c'est très difficile de faire une synthèse. En pratique, il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques pour dire que les probiotiques ça améliore certains paramètres immunologiques, mais il y a à peu près la moitié des travaux qui suggèrent qu'on a une augmentation du taux de CD4 au cours d'une prise de probiotiques sur de longues périodes. Il y a eu également, donc tout à l'heure je vous ai parlé des antioxydants
pour faire pousser les microbes anaérobies malgré la présence d'oxygène ou de stress oxydatif. Et donc ça, ce sont des travaux assez anciens, hein, ce sont des travaux qui avaient été menés puisqu'on s'était rendu compte qu'il y avait un stress oxydatif, en tout cas au niveau sanguin, chez les patients infectés par le virus. Et donc il y a eu plusieurs essais avec de la vitamine C par exemple ou de la vitamine E au long cours. Et de façon intéressante, à l'époque, il a été montré que la vitamine C permettait de retarder le passage au stade sida, comme on peut le voir ici. Et puis il y a certains travaux qui montrent que la vitamine C plus la vitamine E permettaient de réduire la charge virale, du moins pendant un temps. Donc ces travaux avaient été menés sans preuve de concept, en rapport avec le tube digestif. Et puis pour finir, il y a quand même eu un seul essai de transplantation fécale qui a été publié jusqu'à présent. Et cet essai a été un échec, puisqu'en gros, là, si on peut le voir sur cette figure, pour montrer que la transplantation fécale marche, il faudrait que la ligne reste à zéro, enfin reste dans cette zone-là. Ça veut dire que la greffe a pris et que le microbiote du donneur ressemble finalement à celui du receveur. Et donc on voit que très vite, il y a une chute, hein, c'est-à-dire le microbiote ne ressemble pas du tout à celui du donneur, et en fait revient à l'état initial, c'est-à-dire au microbiote du receveur. Donc finalement, ça suggère que la greffe fécale pourrait ne pas prendre, probablement dû au virus qui continue de se multiplier. Donc il y a des essais actuellement qui sont en cours à l'IHU et qui ne sont pas terminés. Voilà, c'est tout. Merci.